Hello, Claude. Le 15 mars 2022, nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir pu interviewer Claude Nicollier, le seul et dernier astronaute suisse à ce jour. Bonjour Claude, et merci de nous recevoir dans vos bureaux. On a une première question qui est assez commune, mais qui est importante à poser. Comment allez-vous ? Je vais bien, je vais très bien. Ma santé est bonne, du point de vue mental, je vais bien aussi. Pas de problème de ce côté-là, Dieu merci. Touchez du bois. Quelle a été votre formation de base ? Rêviez-vous de devenir astronaute depuis petit ? Ou bien avez-vous profité de vos compétences acquises auparavant pour y arriver ? Bon, c'est plutôt le deuxième scénario que vous avez cité. Ma formation de base, c'était une formation assez classique finalement. J'étais à l'école enfantine, à l'école primaire, à l'école secondaire, au gymnase à Lausanne. Ensuite, comme j'étais passionné par les sciences, j'étais à l'université de Lausanne. En parallèle, je suis devenu pilote militaire. Alors mes études ont été quelque peu retardées par le fait que j'ai consacré 2 ans pour devenir pilote militaire, mais qui était une activité que j'allais avoir à temps partiel. Donc mon idée c'était de devenir un physicien et ensuite un astrophysicien, mais en même temps consacrer une partie du temps. Pour les pilotes militaires à l'époque, c'était de l'ordre de grandeur de 6 semaines par année. À être pilote militaire, voler dans une escadrille de Hunter d'attaque au sol des forces aériennes suisses. Et puis après l'école de pilote militaire terminée, je suis retourné aux études. J'ai terminé ma licence de physique à l'université de Lausanne. J'étais à Genève où j'ai suivi les cours de l'université de Genève en astrophysique et j'ai obtenu un master en astrophysique là-bas. Donc voilà mon parcours, qui était un parcours finalement relativement classique, on peut dire, pour les scientifiques. L'espace, c'est venu petit à petit, je dirais. Quand j'étais déjà pilote militaire et j'avais terminé mon master en astrophysique à Genève, c'était l'époque du programme Apollo, c'était les années 60. Alors j'étais fasciné par ce qui se passait, mais pour moi, je ne voyais pas une possibilité de devenir astronaute, parce que c'est ce que faisaient les Soviétiques et les Américains. Je suivais ça avec passion, tout spécialement Apollo 11. C'était vraiment une nuit fantastique, la nuit du 20 au 21 juillet 69, devant la télévision un peu trouble, noir et blanc, mais les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune et Buzz Aldrin, c'était fabuleux. Donc ça a éveillé mon intérêt j'avais l'intérêt pour l'astrophysique déjà, puis l'intérêt pour le spatial et l'astrophysique, ils sont un peu liés, mais je me suis pas mal branché du côté de l'espace, puis la possibilité de devenir astronaute qui n'était pas possible à ce moment-là. En fait, il y a eu la fin du programme Apollo qui était en 1972. Et puis, il y a eu quelques années qui sont écoulées encore. Les Américains ont laissé le programme Apollo derrière eux. Ils se sont penchés sur le prochain programme qui était le programme de la navette spatiale. Et ils ont pensé inviter des nations étrangères, des nations non américaines à participer, l'Europe en particulier, pour l'utilisation scientifique de la navette avec le Space Lab, et puis les Canadiens avec le bras robotique de la navette qui a été finalement fourni par le Canada. Et en même temps, la NASA a invité ces nations à fournir des astronautes, à les entraîner en fonction de leurs critères, et puis de les mettre à disposition de la NASA pour des vols conjoints États-Unis, Canada et Europe. Alors là, j'ai réalisé que ça devenait possible. Avant, c'était un rêve imaginaire et impossible, puisque d'autres, c'était des citoyens et citoyennes, d'autres citoyens à cette époque seulement. Par la suite, il y a eu des femmes aussi, mais à l'époque, c'était que des hommes. Mais d'autres nations qui faisaient ça et pas des Suisses. Mais là, ça a réveillé mon intérêt pour le spatial, et puis j'ai décidé de m'inscrire comme candidat pour la sélection des premiers astronautes européens en 77. J'ai été reçu en 78 comme un des 3 candidats retenus, avec un Allemand et un Néerlandais. Et c'est là que ça a commencé, disons. Donc, je dirais que c'était un peu mélange des deux. Il y avait en même temps une formation relativement classique, mais très orientée sur l'astrophysique, qui est liée au spatial. Et puis, sitôt que l'opportunité s'est présentée pour le spatial, je me suis jeté dedans et puis ça a marché. Quelles sont les raisons et les efforts ou les sacrifices requis pour aller aussi loin dans ce domaine ? Est-ce que la chance entre en jeu ? La chance joue un rôle énorme, en fait. J'étais
parfois presque embarrassé d'aller dans cette sélection parce que j'avais des collègues qui étaient au moins aussi brillants que moi, sinon plus. Et puis pour une raison ou une autre, ça marchait pas pour eux, que ce soit pour des raisons de carrière, ou peut-être un petit problème médical, mais les exigences sur le plan médical sont assez sévères. Donc moi j'ai pu passer. Encore une fois, il y a un facteur chance, pas uniquement parce que être en bonne santé, c'est avoir la chance d'être en bonne santé de la naissance et puis d'avoir un développement physique et mental qui soit satisfaisant. Et puis c'est évidemment aussi maintenir la bonne santé si on l'a, c'est-à-dire faire du sport. Donc j'avais les deux, donc pour moi ce domaine-là était couvert complètement. Puis après évidemment c'est un effort parce qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de jeunes. Maintenant c'est des hommes et des femmes, à l'époque c'était pratiquement que des hommes qui veulent devenir astronautes, donc c'est très compétitif. Et puis il faut y aller, il faut pas dormir, disons. Et moi j'ai toujours considéré que la sélection en tant qu'astronaute, en tant que candidat astronaute, parce qu'à la fin de la sélection on est un candidat astronaute, on n'est pas encore un astronaute. Cette sélection c'est un petit peu comme un examen à l'université, c'est-à-dire que ça se prépare. Et toutes les interviews qu'il y a eu pendant la sélection, je les préparais pour maximiser la probabilité que ça passe bien. Ça a bien passé finalement. Donc il y a eu un mélange d'efforts d'une part dans un environnement compétitif et puis de chance. Il y a eu les deux. Il y avait aussi, et ça je pense que c'est une chose qu'il faut noter, une énorme passion et puis une volonté de réussir. Disons, mais la volonté de réussir, elle existait chez mes collègues aussi. Mais disons, elle doit être présente. Disons, il faut le vouloir. À ceux et celles qui me demandent qu'est-ce qu'il faut avant tout pour devenir astronaute, je leur dis il faut le vouloir. Parce que si on le veut, ben on fait des efforts pour y arriver. Puis il y a le facteur chance qui joue, mais il y a aussi le facteur de la préparation pour chaque étape de la sélection. Si on est bien préparé, on a plus de chances que ça passe. Est-ce qu'une fois, vous vous êtes senti paniqué dans l'espace ? Si oui, à quoi était-ce dû et comment avez-vous géré ce sentiment de panique ? Non, je dirais que j'ai jamais été paniqué. Des moments où on est un peu inquiet, je dirais la montée en orbite, les 8 minutes et demie de la montée en orbite, c'était la durée de cette ascension vers l'orbite pour la navette spatiale. C'est un peu la même chose pour les fusées Falcon 9 utilisées maintenant aux États-Unis pour le Crew Dragon, la capsule SpaceX qui amène les astronautes dans la station spatiale, toujours de l'ordre de 8 à 9 minutes. Là, on est un peu inquiet, il n'y a pas de doute, parce que c'est une phase dangereuse, la mission. Puis c'est une phase où on a les yeux grands ouverts sur les procédures et sur les différentes phases de la montée, parce qu'avec la navette, on avait ce qu'on appelle des abort modes, des modes d'avortement de la montée. Si on perdait un moteur à hydrogène, dans les 2 premières minutes, on avait la possibilité de faire ce qu'on appelait un return to launch site et de revenir vers la base de lancement et se poser sur une piste d'atterrissage près de la rampe de lancement. Si on avait une panne de moteur, c'était, je dirais, le problème majeur le plus craint, c'était une panne de moteur. On avait 3 moteurs à hydrogène et les 2 fusées à combustible solide séparées après 2 minutes. Là, elles tombaient en panne. C'est comme des fusées du 1er août. Quand on les allume, ça brûle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant solide. Mais les moteurs à hydrogène étaient relativement sensibles et les hautes technologies, puis il y avait une probabilité non nulle qu'un tombe en panne. Alors là, on était vraiment attentif à ces différentes phases, et puis on savait ce qu'on devait faire au cas où on n'avait pas de moteur, mais il y avait d'autres pannes possibles. Panne d'ordinateur de bord, de système hydraulique, du système de navigation et autres. Donc la montée était assez tendue, je dirais. À partir du moment où on avait main engine cut-off, la coupure de moteurs principaux, là on passait en apesanteur, on était en orbite. Là il y avait du travail, surtout au début, parce qu'on devait reconfigurer notre vaisseau spatial d'un véhicule de montée à un véhicule de phase orbitale. Il y a pas mal de travail dans une phase où on doit aussi s'accoutumer physiquement à l'absence de pesanteur. Et là c'était pas évident parce qu'on a souvent des nausées. En fait, on se sent pas forcément très bien. Là, je me rappelle, c'est une phase un peu difficile parce qu'on se sent pas bien, un peu comme le mal de mer. Puis on doit faire des choses qui sont vraiment importantes où il n'y a pas droit à l'erreur. Pour le reste de la phase orbitale, je dirais qu'on n'est pas de panique, disons, on est relativement serein. On fait son travail, on a beaucoup d'entraînement. Ce qui compte pour réduire le stress, je dirais, et puis éviter à tout prix la panique, parce que la panique, on n'est plus capable de gérer les choses correctement, donc il faut l'éviter à tout prix. C'est l'entraînement. Si on est très entraîné, on n'est pas paniqué, assurément pas. On n'a même pas
inquiet, on fait son travail tout simplement. On sait que si on fait ceci, on sait comment le faire parce qu'on l'a beaucoup entraîné, que ce soit en sortie extravéhiculaire ou bien à l'intérieur du vaisseau spatial. Et puis si on a des problèmes, on a aussi beaucoup entraîné les actions à prendre en cas de problème pour restituer la normalité et puis accomplir l'objectif de la mission. Donc on n'est pas inquiet. Donc un peu inquiet pendant la montée, les premières heures en apesanteur pas facile, et ensuite c'est très serein, je dirais, et puis magnifique. Et puis la rentrée, bon, il faut donner un coup de frein, puis on rentre dans l'atmosphère. Là, c'est aussi relativement tendu, parce que c'est assez dangereux comme phase. On a perdu Columbia pendant la descente dans l'atmosphère en 2003. On a perdu Challenger en ascension vers l'orbite en 1986. Donc, montée et descente, c'est un peu tendu. La phase orbitale est plutôt sereine, et puis c'est le bonheur. Mais c'est du travail aussi. Quel est le moment le plus merveilleux dans la carrière d'un astronaute ? Bon, ça dépend des astronautes. Disons, il y en a qui adorent l'absence de pesanteur, les visions de la Terre, les visions du ciel, les sorties extravéhiculaires. Pour moi, je dirais que ma plus belle mission était ma deuxième, qui était la première visite du télescope Hubble. Après son installation en orbite en 1990, il avait ce problème majeur d'optique, donc il fallait corriger ce problème d'optique, installer un correcteur d'optique. On ne pouvait pas changer le miroir principal de 2,40 m de diamètre parce qu'il était dans la structure, il n'était pas possible de le changer, mais on peut installer un correcteur d'optique pour les différents instruments scientifiques au foyer. Et j'ai toujours eu Hubble vraiment dans mon cœur, parce qu'en tant qu'astrophysicien, devenu astronaute, aller vers Hubble, c'était une mission de rêve pour moi. Et puis, peu de temps après mon retour de ma première mission en été 92, j'ai été désigné comme un des membres d'équipage pour aller réparer Hubble. Et pour moi, c'était vraiment un moment fantastique. Aller pouvoir réparer Hubble. Bon, je n'allais pas faire de sortie extravéhiculaire, j'étais l'opérateur de la robotique et l'ingénieur de bord, mais c'était quand même participer à une mission qui avait beaucoup de sens, et un sens profond. Donc pour moi, j'ai adoré cette mission. Ma toute dernière, c'était en 99, c'était 6 ans plus tard, un retour vers Hubble, cette fois-ci en sortie extravéhiculaire, où avec mon collègue Mike Fall, sur la sortie numéro 2, on a changé le cerveau de Hubble, l'ordinateur principal, et puis une caméra de pointage. Ça, c'était un moment très spécial aussi, de nouveau, travailler sur Hubble, qui ne fonctionnait de nouveau, lors de la première mission, il fonctionnait, mais les images étaient troubles. Là, en 99, on avait un problème majeur, dans le sens qu'on avait 4 gyroscopes perdus sur 6, et les 2 qui restaient n'étaient pas suffisants pour le pointage précis du télescope, qui est essentiel pour obtenir des images. Donc on a retrouvé, c'était le 21 décembre 99, 2 jours après notre départ, qui était le 19, on a retrouvé un télescope qui était non fonctionnel. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était pointer ses panneaux solaires vers le soleil pour avoir un peu d'énergie électrique, mais il ne pouvait pas être utilisé comme instrument scientifique. Et là, on l'a réparé, on a remplacé les gyroscopes, on a changé l'ordinateur de contrôle du télescope et changé une caméra de pointage. Donc ça, c'était aussi une très belle mission. Tout ce qui était relatif à Hubble m'a apporté beaucoup de bonheur, de satisfaction, puis l'idée que je servais une science qui pour moi était importante, la science de l'astrophysique. Donc voilà, ces rencontres avec Hubble, c'était mes moments les plus chers de ma vie d'astronaute. À quoi l'entraînement vous a-t-il bien préparé ? Et au contraire, à quoi vous a-t-il moins préparé ? Bon, l'entraînement m'a préparé pour tout ce que j'ai fait, finalement. Il y a pas eu véritablement, à part quelques petits détails, mais qui n'étaient pas les détails extrêmement importants, il n'y a pas eu de lacunes dans l'entraînement, à tel point que je me suis dit à un moment donné, là, je ne suis pas tout à fait prêt à faire ce que j'ai à faire. Il y a eu quelques phases, en fait, pour la maintenance du scaphandre après une sortie extravéhiculaire. Il y avait certaines opérations qu'on n'avait peut-être pas entraînées avec suffisamment de détails, mais ce n'étaient pas des phases extrêmement critiques. Tout ce qui était critique, on l'avait entraîné avec beaucoup de détails, typiquement les sorties extravéhiculaires, y compris les sorties avec problème. Une fois, pendant une séance d'entraînement dans la piscine, ils ont simulé la situation où mon collègue Mike Fall, parce qu'on sortait toujours à 2, était incapacitated, on dit en anglais, c'est-à-dire il n'était plus fonctionnel, il avait plus capable de faire quoi que ce soit, évanoui ou incapable de faire quoi que ce soit. Puis
On m'a dit, voilà, votre collègue, parce que je ne l'ai pas vu tout de suite, chacun fait son travail en fonction du planning. Je n'ai pas réalisé que Mike Fall n'était plus fonctionnel. Mais on me l'a dit, hey, regardez Mike Fall, il a un comportement étrange, il semble qu'il n'est plus tellement là. Et puis, non, là, j'ai dû abandonner ce que je faisais comme travail en tant qu'astronaute en sortie extravéhiculaire simulé dans la piscine pour simuler l'apesanteur. Et j'ai dû aller m'occuper de mon collègue. Mais c'est clair que si on fait un travail, on a des outils, on a des instruments, il faut tout attacher parce qu'on ne peut pas tout simplement quitter et puis aller chercher son collègue. Bien qu'il faut aller chercher son collègue le plus rapidement possible pour l'amener dans le SAS, pour qu'il soit de nouveau dans un environnement pressurisé et qu'on puisse s'occuper de lui médicalement parlant. Alors je me rappelle, j'ai dû attacher tout ce que j'avais parce que je ne voulais pas laisser tout flotter et puis disparaître de l'endroit où je me trouvais initialement. Et j'ai été chercher mon collègue et puis je l'ai attaché à moi. Moi, j'avais toujours mon filet de sécurité, bien sûr. On a toujours son filet de sécurité. On attache également des outils ou des instruments lorsqu'on les déplace d'un endroit à l'autre. Alors, je l'ai attaché à moi. J'ai détaché son filet de sécurité pour que ce filet n'aille pas s'en mêler dans les instruments, dans la soute, parce que je devais rapidement le ramener dans la partie frontale de la soute où se trouvait le SAS. Donc, je l'ai accroché, puis je me suis dirigé mais après l'avoir attaché avec le filet de sécurité, dirigé vers le SAS, le long de la partie tribord, je me rappelle du fuselage de la navette, avec des mains courantes de couleur jaune. Et puis, on est arrivé dans le SAS, je l'ai mis à l'intérieur du SAS, j'ai fermé la porte extérieure du SAS, et puis on a simulé, dans la piscine, on ne le faisait pas vraiment, on le simulait seulement, la repressurisation du SAS. Pour qu'on puisse finalement enlever son casque et puis s'occuper de lui médicalement. Mais c'est pour dire qu'on s'entraînait, pas seulement pour la mission luminale, mais pour des cas de panne ou de problèmes relatifs à un membre d'équipage qui a un problème médical qui peut être grave. Donc juste pour dire que l'entraînement était un entraînement extrêmement poussé, détaillé, surtout pour les phases critiques. Les phases moins critiques étaient peut-être entraînées avec moins d'intensité, mais comme elles ne sont pas critiques, c'est pas très grave, on a le temps. On peut être aidé par d'autres si nécessaire. Donc voilà, l'entraînement, c'est fondamental. Et pour tout ce qui est phase critique de la mission, on fait un entraînement extrêmement détaillé. Et on était presque surentraîné pour les phases critiques. Typiquement, tout le travail dans le SAS, la sortie et l'entrée du SAS, pour faire les choses correctement, en disant il ne faut pas se tromper. Il n'y a pratiquement pas de droit à l'erreur là. Donc voilà, entraînement d'excellente qualité. La NASA, ils savent comment entraîner les astronautes, ils le font depuis des décennies. Et pour tout le programme Apollo, Dieu sait s'il y avait aussi beaucoup d'entraînement pour les astronautes qui allaient marcher sur la Lune pour la première fois dans l'histoire. Donc entraînement, c'est fondamental. Disons, mon conseil est sitôt qu'on est engagé dans une activité difficile et à risque, que ce soit sur Terre, dans l'atmosphère, dans un avion ou bien dans l'espace, il faut être bien entraîné. Claude, vous êtes allé 4 fois dans l'espace. Est-ce que c'est rare qu'un astronaute n'aille jamais dans l'espace ou bien qu'une seule fois ? Alors une seule fois, ça arrive relativement souvent. Un astronaute qui est engagé par une agence spatiale, que ce soit la NASA, l'agence spatiale européenne, l'agence japonaise, canadienne ou russe, en principe, à moins qu'il ou elle ait, à un moment donné, pendant son entraînement, un problème médical grave qui fait qu'il doit être écarté, un problème qui ne peut pas être traité, par exemple, ça arrive. Mais en principe, s'il n'y a pas un pareil problème médical, ou peut-être mental, pourquoi pas, chaque astronaute a droit à une mission. Disons, c'est un peu un engagement de chaque agence spatiale de faire voler un astronaute qui a été sélectionné au moins une fois. Il y en a pas mal qui font une deuxième mission, il y en a un peu moins qui font une troisième, mais relativement peu qui en ont fait 4. En Europe, je suis le seul à avoir fait 4 missions. Mais mes missions étaient courtes. J'ai passé beaucoup moins de temps dans l'espace que certains de mes collègues actuels qui ont été dans la station spatiale, jusqu'à 2 fois 6 mois dans la station. Mais du point de vue du nombre de montées en orbite et puis de descentes, j'ai entre guillemets le record, mais il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Disons, aux États-Unis, il y a des astronautes qui ont fait jusqu'à 7 missions dans l'espace.
Franklin Chang-Diaz et puis Jerry Ross ont le record de cette mission dans l'espace. 4, c'est un bon nombre et je suis très heureux d'avoir pu en faire 4. Surtout, 2 de ces missions étaient des missions vers Hubble qui, comme vous l'avez compris, étaient des missions fantastiques pour moi. Donc voilà, 0 mission. Je ne sais pas si c'est arrivé que quelqu'un ait un problème médical ou psychologique grave qui fait qu'il ou elle ne soit jamais parti, je ne sais pas. 1 mission, il y en a beaucoup. 2 missions, un peu moins encore une fois. Et 7 missions, il n'y en a que 2, à ma connaissance, qui en ont fait 7. Qu'est-ce que le métier d'astronaute vous a apporté dans votre quotidien ? C'est un immense enrichissement et puis c'est un monde aussi où les relations humaines sont de très haut niveau et de haute qualité. Disons, le respect et la confiance sont vraiment placés à un très haut niveau. Et beaucoup plus que dans les activités humaines habituelles, je dirais, où les gens se prennent de bec, en fait, ils sont pas contents, ils élèvent la voix. Disons, ça, dans le spatial habité, c'est pratiquement un no-no. Puis moi, après ces 25 ans passés à Houston et ces 4 missions de l'espace, relativement peu de temps dans l'espace, mais en fait, tout cet esprit de sérénité et puis de contact humain de haute qualité, on les vivait également pendant l'entraînement. Donc j'ai pris ce pli, je dirais, pour moi, je dirais du point de vue de mes relations avec le monde extérieur. J'ai jamais été quelqu'un qui est particulièrement arrogant ou désagréable, disons, mais je pense que je me suis aligné sur une qualité de relation qui est très bonne, et puis qui est avec moi. Maintenant, ça fait partie de moi-même, en fait. Je n'ai même pas besoin de me forcer. Et puis, cet apprentissage de la vie avec discipline et rigueur. Je le connaissais déjà un peu du monde de l'aviation, ayant été pilote militaire, pilote civil, à la fin pilote d'essai également. Donc là, on doit vraiment travailler de façon rigoureuse et systématique, et disciplinée. Disons, la discipline, bon, j'ai fait pas mal de militaires aussi, là on l'apprend presque par définition, mais dans le monde de l'aviation plus spécialement, on part pas non préparé. Là aussi, la préparation pour chaque mission que je faisais à l'escadrille 5, sur l'avion Inter, on faisait de l'attaque au sol, et puis il fallait toujours préparer les missions. Il n'y avait pas de GPS à l'époque, il n'y avait pas d'aide à la navigation, il fallait travailler sur la carte. Si on n'était pas préparé à 800 à l'heure près du sol, on n'avait aucune chance. Donc, bon, l'aviation m'a beaucoup appris. La science, l'ingénierie, j'ai appris aussi avec mes études et puis par cet entraînement à la NASA. Puis la rigueur, la discipline, le respect, la tolérance, la confiance. C'est tous des domaines qui sont venus en moi maintenant et qui y sont pour toujours. Quel est le poids de la Suisse au niveau spatial à l'international ? La Suisse, c'est un petit pays, mais c'est un pays qui est très orienté vers le spatial. Disons, il y a une industrie aérospatiale très, très solide et très forte en Suisse. Les activités spatiales sont essentiellement par le travers de l'Agence spatiale européenne, dont la Suisse est membre, même membre fondateur en 1975, avec les autres grands pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne. Mais la Suisse est un petit pays, mais extrêmement, je dirais, respecté, adoré au sein de l'ESA, je dirais, parce qu'on a une tenue qui est très droite, finalement. Les produits de l'industrie aérospatiale suisse sont des produits appréciés par leur qualité et leur fiabilité. Donc, la Suisse, c'est une nation spatiale, mais une petite nation spatiale. Mais il n'y a pas doute qu'elle a sa place de manière, non pas dominante, encore une fois, c'est plutôt des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie qui dominent, mais une place qui est très appréciée à l'Agence spatiale européenne. Et puis, je recommande à tous les Suisses et Suissesses qui ont fait des études de sciences, d'ingénierie ou de médecine, d'essayer d'entrer dans le spatial, que ce soit comme astronaute, comme ingénieur, comme scientifique. Même, il y a le droit spatial maintenant. Il y a des gens qui ont fait des études de droit qui peuvent devenir des spécialistes, hommes ou femmes, du droit spatial. Donc, la Suisse est en plein dans le spatial et j'aimerais que ça continue. Est-ce que la conquête spatiale a encore du sens vu l'urgence climatique ? Je dirais que le spatial sert beaucoup à la surveillance de l'état de santé de la planète Terre. N'est-ce pas ? Il y a de nombreux satellites qui ont des caméras ou des radars à synthèse d'ouverture ou d'autres instruments qui sont orientés vers la Terre pour, d'une part, exploiter au mieux les possibilités de la planète Terre, les ressources terrestres, mais les exploiter de manière intelligente, pas essayer de
de manière égoïste d'exploiter au mieux telle ressource à tel endroit au détriment de la possibilité de l'exploiter par d'autres personnes, mais l'exploitation équilibrée des ressources de la planète Terre, et puis la surveillance et l'étude de l'atmosphère et des mouvements atmosphériques, de la composition chimique de l'atmosphère, également du dépôt de cendres suite à la déforestation, des déplacements des grandes quantités de sable qui viennent du Sahara et qui se déplacent essentiellement vers l'ouest, puisqu'on a un mouvement général de l'atmosphère vers l'ouest dans les régions équatoriales, par contre vers l'est dans les régions de latitude moyenne nord et sud. Et tout ça, on peut l'observer depuis l'espace. On peut observer également les phénomènes météorologiques dangereux comme les cyclones tropicaux dans le Pacifique ou l'océan Atlantique, qui font des dommages considérables aux Philippines, en ce qui concerne le Pacifique, et puis les Caraïbes, par exemple, ou la Floride, ou le Golfe du Mexique, et des villes au bord du Golfe du Mexique, comme la Nouvelle-Orléans ou Houston. On peut surveiller tout ça depuis l'espace, on peut commander des évacuations, on peut sauver des vies, ou sauver des biens matériels. Donc, l'espace est extrêmement utile pour les activités humaines, relatives, finalement, au développement durable. Absolument sans aucun doute. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'utilisation de l'espace et puis le développement durable, disons la sustainability, on dit en anglais, disons le développement durable de la planète Terre, que ce soit de la surface de la planète, de la vie à sa surface, ou bien de l'atmosphère. Bon, c'est clair, il y a des activités spatiales qui n'ont pas directement un effet sur la durabilité. Typiquement, aller explorer la planète Mars, on peut se dire qu'il n'y a pas d'utilisation directe, bien qu'indirectement, tout ce qu'on apprend sur le développement de la planète Mars et d'autres planètes, la planète Vénus également, qui a eu un sort complètement différent de la Terre et de Mars, puisqu'il y a une atmosphère très, très dense autour de Vénus. Mais c'est ce qu'on appelle la planétologie comparée. Si on comprend mieux Mars, si on comprend mieux Vénus, on comprendra mieux la Terre également. Donc il y a un apprentissage sur l'évolution des enveloppes atmosphériques des différentes planètes. Encore une fois, la Terre, c'est un peu un intermédiaire entre Vénus et Mars. Atmosphère qui est dense, mais moins que l'atmosphère de Vénus, et beaucoup plus dense par contre que l'atmosphère de Mars, qui est une atmosphère extrêmement ténue. Mais tout ce qu'on apprend sur les autres planètes nous permet de mieux comprendre la Terre elle-même. Donc d'une part, du point de vue de l'observation que j'ai mentionné avant, des ressources de la planète Terre, de son atmosphère, de sa pollution également, et des dépôts de cendres et autres produits, et puis d'autre part, l'étude du reste du système solaire, tout ça, ça va dans la direction du développement durable. Il n'y a pas d'incompatibilité. Si on étudie maintenant des galaxies extrêmement lointaines, la formation des premières étoiles, ce qu'on va faire avec le James Webb Space Telescope, là, ça n'a pas d'effet direct sur la durabilité, il n'y a pas de doute, mais encore une fois, il faut quand même laisser la possibilité aux êtres humains de faire autre chose que de s'occuper exclusivement de la planète Terre, bien que ce soit une priorité, bien sûr. Il y a encore de la musique, il y a encore de l'art, il y a encore de la science astronomique qui n'est pas orientée directement vers la santé de la planète Terre. L'État doit-il encore aujourd'hui investir dans des programmes spatiaux ou doit-il laisser la place aux compagnies privées ? Moi, je pense qu'il faut les deux. Le spatial qui est mis en place par les agences spatiales, NASA, ESA, Roscosmos et autres, a toujours sa place parce que typiquement un programme comme le James Webb Space Telescope ou Hubble, James Webb étant un peu la suite de Hubble dans le domaine de l'infrarouge, ce sont des programmes gouvernementaux, disons, on n'imagine pas tellement des privés faire ceci. Le lancement peut être fait par des privés. Bon, ça n'a pas été le cas cette fois-ci. C'était Arianespace, et puis un lanceur d'origine, un lanceur de l'Agence spatiale européenne, mais qui a passé en des mains privées chez Arianespace. Mais il y a encore de la place pour des programmes multigouvernementaux. Je dis multiples, généralement, c'est un désaccord entre des gouvernements qui donne lieu à des programmes de grande envergure. Ce qui était le cas pour la Station spatiale internationale, c'était le cas pour Hubble, qui était Europe et États-Unis. C'est le cas pour le programme suivant d'exploration de la Lune qui s'appelle Artemis. On a les États-Unis, on a le Canada, Japon, l'Europe qui vont travailler ensemble. Donc, il y a toujours la place pour le spatial fait
est géré par des agences spatiales, mais il y a la montée du privé aux États-Unis surtout, qui met en place des moyens extraordinaires. SpaceX a développé typiquement la récupération du premier étage de la fusée Falcon 9, 2 capsules, la capsule Dragon pour amener du fret vers la station, la capsule Crew Dragon pour amener 4 personnes à la fois dans la station. Ce sont des développements qui ont été soutenus par la NASA, mais qui ont été des développements privés. Et tout ce qui concerne la réutilisation du premier étage de Falcon 9, ça c'était une idée de Elon Musk, de la compagnie SpaceX. Donc les développements privés sont des développements importants parce qu'il y a des nouvelles avenues qui s'ouvrent, qui n'étaient pas forcément des domaines d'études puis de développement des agences spatiales, mais avec les privés, il y a des nouvelles idées qui viennent, des nouvelles solutions, et puis qui vont dans la direction de la durabilité. Il n'y a pas de doute que la réutilisation de composantes de fusées, plutôt que de les jeter à chaque lancement, c'est une action qui va dans la direction de la durabilité, et ça c'est SpaceX qui est le champion dans ce domaine. Donc il y a de la place pour les agences spatiales, encore une fois, pour les programmes scientifiques essentiellement, ou d'exploration lointaine. Et puis il y a la place pour les privés parce qu'ils trouvent des nouvelles idées qui permettent de réduire le coût de l'accès à l'espace. Le coût de l'accès à l'espace a considérablement baissé depuis que SpaceX a mis en place des lanceurs qui sont partiellement réutilisables, comme Falcon 9 et puis le Falcon Heavy également. Et puis il se prépare maintenant à mettre en action une fusée qui sera entièrement réutilisable au premier étage et le deuxième étage, et qui sera heavy lift, c'est-à-dire qu'il aura une capacité d'emport d'une charge d'à peu près 100 tonnes en orbite basse, qui s'appelle le Starship. Est-ce que vous pensez qu'on verra la création d'une base lunaire ces prochaines décennies? Et si oui, quelle en sera son utilité à votre avis? Alors c'est le programme Artemis qui a été lancé par les États-Unis. L'idée est d'avoir un premier alunissage depuis la fin du programme Apollo qui était en 1972, donc il y a 50 ans. En 2005, vraisemblablement, peut-être en 2006. Et puis l'idée, c'est d'avoir un alunissage au pôle sud de la Lune. L'avantage, si on est dans une région polaire, pôle nord au sud, le sud c'est mieux parce qu'il y a plus de cratères, c'est qu'on peut avoir une installation d'énergie solaire, par exemple, qui fonctionne en permanence si on est sur une montagne ou bien un bord de cratère ou la partie haute d'un bord de cratère. Le soleil sera toujours très bas sur l'horizon, mais il sera toujours visible. Alors que si on est dans une région équatoriale de la Lune, ou une région de latitude moyenne, on a une période de jour avec le soleil en dessus de l'horizon pendant 2 semaines, et ensuite on a 2 semaines de nuit. 2 semaines de jour, ça va bien, mais les 2 semaines de nuit, c'est pas agréable parce qu'il fait extrêmement froid. La nuit lunaire, la longue nuit lunaire est très froide. Tandis que si on est dans une région polaire, tout spécialement le pôle sud, on a la possibilité d'avoir constamment du soleil, respectivement de l'énergie, respectivement de la chaleur, en fait. Donc, une station lunaire au pôle sud, ça a sens. Maintenant, la raison pour laquelle on le fait, il y en a plusieurs. Les États-Unis voient Artemis comme une préparation avant des missions habitées vers la planète Mars. On va apprendre à vivre et à travailler à la surface d'un autre corps céleste que la Terre avant d'aller vers Mars, qui est une mission de 8 mois. Il faut rester quelques années aussi avant qu'on ait les conditions pour revenir. Préparation pour les vols vers Mars, d'une part, mais il y a également beaucoup d'activités scientifiques qu'on peut faire sur la Lune. Des activités de l'homme et de l'astrophysique, par exemple. C'est un peu comme une station spatiale naturelle, en fait, avec un petit peu de gravité. Mais un 6e de G, c'est presque mieux que 0 G pour travailler. Parce que les charges qui sont lourdes sur Terre, elles sont beaucoup moins là-haut. Mais en même temps, le fait d'avoir constamment un vecteur gravité, mais de relativement faible amplitude, ça facilite le travail parce que ça donne une direction générale. Travailler en apesanteur, c'est pas évident. Il faut tout attacher parce que les objets peuvent partir dans n'importe quelle direction. Sur la Lune, si on lâche un outil, on sait exactement où il ira. Il ira dans la direction du centre de la Lune et puis il va toucher le sol. Il faut évidemment l'éviter quand même, parce que même à 6e degré, on pourrait avoir des dommages. Mais disons, le fait d'avoir une faible gravité pour du travail d'astronaute dans un environnement où il n'y a pas d'atmosphère, donc pour l'astrophysique, c'est absolument idéal. Donc ce sera un endroit absolument idéal pour faire de l'astronomie dans le domaine du visible, ou sur la face cachée de la Lune, dans le domaine de la radioastronomie, parce que le bruit radio sur Terre est extrêmement intense. Pour capter des signaux
dans le domaine électromagnétique des ondes radio, ou des ondes centimétriques ou métriques sur Terre. Et si on a des objets qui rayonnent très peu dans le domaine des ondes radio, il y a tellement de bruit sur Terre ou de l'environnement terrestre qu'on ne peut pas faire des mesures de très haute qualité. Sur la face cachée de la Lune, on est totalement à l'abri de ce bruit radio, donc on pourra faire la radioastronomie de haute qualité pour des objets faibles. Donc il y a toutes sortes d'exploitations scientifiques possibles de la Lune, la recherche de matériaux lunaires également, on pourra générer de l'oxygène à partir des silicates des matériaux lunaires. Donc il y a un tas de choses intéressantes qu'on peut faire sur la Lune. Pour moi, ça a un bon sens d'aller sur la Lune, et puis finalement c'est pas loin, c'est 3 jours de voyage seulement. Quelle est la question qu'on vous pose le plus? Bon, les gens veulent savoir comment on se sent en état d'apesanteur. La question qui vient le plus souvent, what was your feeling? Quelles étaient vos impressions sensorielles, si on peut dire, qu'elles soient mentales ou physiques, dans l'espace. Parce que l'apesanteur, c'est une condition que les gens ont un petit peu la peine à imaginer, le fait de flotter, de pouvoir mettre les pieds au plafond, les pieds sur la paroi latérale. Et si on est sur la paroi latérale et qu'on se pousse, on va traverser la pièce en quelques secondes puis aller vers la paroi opposée. Disons, c'est un environnement qui est tellement différent que les gens aimeraient savoir quelles sont les impressions des astronautes dans cet état-là. Pour moi, c'est un état extraordinaire. Il faut quelques heures pour s'accoutumer à l'état d'apesanteur après la fin de la montée en orbite. On a éventuellement un peu de nausée, on ne se sent pas à 100%, mais après c'est le grand bonheur. Et puis ça, je le dis à tous ceux et celles qui posent la question, c'est une sensation extraordinaire, extrêmement positive. Et puis les gens veulent savoir aussi quelles étaient les impressions que l'on avait en regardant la Terre depuis l'espace. Bon, c'est une impression évidemment phénoménale. Le fait de faire le tour de la Terre en 1h30, on a ce rapide succession de jours et de nuits, on voit les lumières des villes. De nuit, j'aimais beaucoup le visage de la Terre, parce que là où il y a la lumière, il y a la vie. Et survoler des régions, qu'elles soient bien connues comme l'Europe, ou moins connues comme des régions en Asie ou en Afrique, et puis détecter la présence de vie à différents endroits par des visions depuis l'espace, en orbite basse, en se déplaçant à 28 000 km/h. Ça, c'était fantastique aussi. Donc, les gens posent des questions sur les sensations qu'on a en état d'apesanteur et puis les visions de la Terre. Ils posent relativement peu de questions sur finalement le but de chaque mission. Typiquement, les missions vers Hubble, il y avait le remplacement de gyroscope, le remplacement de l'ordinateur de bord, d'une caméra de pointage. Ça sont des détails techniques qui intéressent relativement peu les gens. Finalement, ils sont plutôt intéressés aux sensations qu'on a en tant qu'être humain, que ce soit physique ou psychologique. Mais pour moi, je dirais pour chaque mission, le fait d'accomplir la mission correctement en fonction de ce qui était attendu de nous, c'était vraiment important. Et typiquement, pour la dernière visite d'Hubble, remplacer les 6 gyroscopes, l'ordinateur de bord de Hubble, le Fine Guidance Sensor Number 2, ça c'était essentiel. Les gens posent assez peu de questions là-dessus. C'est plutôt les sensations et puis les vues de la Terre. Avant de conclure, auriez-vous un dernier conseil à donner à ceux qui aspirent de devenir astronautes? Il faut le vouloir. S'il y a un seul terme à dire, c'est ça, il faut le vouloir. Tout le reste suit finalement. Si on le veut absolument, on fera le travail qu'il faut pour y arriver. On contournera les obstacles, s'il y a des obstacles dans le cheminement vers cet objectif, vis-à-vis de tous ceux avec qui on est en compétition. Encore une fois, c'est un environnement compétitif, il faut y arriver. Il y en a beaucoup d'autres qui cherchent à arriver à côté de nous, puis il y a généralement quelques places disponibles seulement. Mais si on le veut vraiment, on a plus de chances de remporter la course finalement. C'est un peu une course dans la sélection. Il faut le vouloir, voilà. Parfait, on termine sur ces belles phrases de Claude Nicollier, un astronaute suisse, astrophysicien, professeur, pilote, bref, quelqu'un d'incroyable. C'est un plaisir de partager. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui et merci à ceux qui nous regardent et n'oubliez pas de rester rêveurs. À bientôt.